14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Il paraît qu'on ne quitte jamais tout à fait son enfance. D'ailleurs, je crois même qu'il faut garder en soi cette part d'enfance pour pouvoir continuer à s'émerveiller face au monde qui nous entoure. En même temps, il est indispensable de guérir de nos blessures ou du moins de les cicatriser, sinon on risque fort de continuer à réagir à la moindre sensation d'être à nouveau trahi, humilié, abandonné, pour ne citer que 3 des grandes blessures essentielles. Alors je vous propose en compagnie de Ariane Calvo, qui est avec nous durant ces 2 heures, de venir nous raconter ce qui vous fait déborder émotionnellement. Alors que ce soit dans votre vie amoureuse, bien sûr, ou peut-être au travail, quand un collègue vous dit quelque chose et que tout d'un coup vous réagissez un petit peu trop fort, eh bien il y a à parier que ce surplus d'émotions inattendues soit bien une réminiscence d'une de vos blessures d'enfance. Donc on va essayer durant ces 2 heures de grandir ensemble, et puis on va penser mieux vos blessures d'enfance. Enfin, on va les penser intellectuellement et on va les penser corporellement. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Ariane Calvo. Bonjour Brigitte. Nos blessures d'enfance, on en a tous. Je crois que c'est déjà important de le rappeler. Alors on n'a pas tous les mêmes, même si on a souvent un peu les mêmes quand même. Hein. Oui, il y en a 2 principales qui sont la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Et très souvent, on en a une complémentaire ou secondaire selon les traductions et versions psychologiques parmi trahison, humiliation et injustice. Qui sont des thématiques en fait avec lesquelles on est familier. On sent bien qu'on est plus happé par une thématique qu'une autre. Mais souvent, avant de les connaître précisément, on a du mal à identifier exactement qu'est-ce qui est lié dans nos réactions à telle ou telle blessure d'enfance. Donc c'est ça qui est intéressant à décoder pour pouvoir en prendre conscience et puis fonctionner peut-être autrement. Alors ce qui est important déjà à dire, c'est que même si on a eu une enfance normale, oui. On a de toute façon des blessures d'enfance, parce que forcément les parents, aussi bons soient-ils, ne peuvent pas être toujours à l'écoute inconditionnellement des émotions de leur enfant. Exactement. On ne peut pas répondre à tout et on ne peut pas répondre inconditionnellement. C'est les 2 choses. Donc effectivement, ça va créer des blessures, d'autant plus qu'avant 6 ans, tout n'est pas joué avant 6 ans, comme on le disait avant, mais en tout cas, avant 6 ans, un vécu, par exemple, d'abandon, est la même chose qu'un ressenti d'abandon. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre les 2 interprétations. Donc avoir été réellement laissé à la crèche sans explication, c'est la même chose qu'avoir été réellement laissé à la pouponnière sans explication. Ce qui fait que on est très très vite marqué par l'une ou l'autre des blessures. Tout simplement parce qu'avant, alors on dit 7 ans, je crois, hein, l'âge de raison, oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est à partir de 7 ans, à peu près, parce que parfois c'est encore très très succinct. L'enfant est capable d'interpréter la réaction de ses parents étant indépendamment de lui. Avant tout vient de lui. Donc si par exemple son père, il entend son père crier après je sais pas, après son téléphone qui est tombé et qui est cassé, il peut penser que c'est après lui qu'on crie, quoi. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Ou que c'est de sa faute d'une façon ou d'une autre, parce que c'est lui qui a énervé son père. Donc il y a 2 choses. D'abord, il ne peut pas prendre de la distance vis-à-vis des réactions des adultes, et il les interprète systématiquement ou presque systématiquement en fonction de lui, sauf si on lui explique. Et c'est la 2e chose, c'est que très souvent on n'explique pas les choses à un enfant de moins de 6 ou 7 ans parce qu'on pense qu'il peut pas comprendre. Alors que après, comme on voit qu'il y a un dialogue qui s'instaure, on va plus facilement expliquer les choses et on a l'impression qu'il peut mieux comprendre des concepts difficiles. Et puis en tant que parent, on fait tous forcément des bêtises. Hein. Je pense par exemple à la mère qui voit son enfant traverser la rue et qui a tellement eu peur qu'elle le rattrape et qu'elle lui file une claque. Oui, un grand classique. Tu m'as fait tellement peur que paf, la réaction émotionnelle sort. Et c'est évidemment une réaction qui n'est pas du tout adaptée, mais forcément on est des humains. Hein. Oui. Et tout ça provoque... On a des émotions qui nous débordent. Et effectivement, les peurs, en particulier parentales, sont extrêmement fortes.
Et ce que je trouve intéressant à rappeler, Ariane Calvo, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est le manque de cohérence dans les attitudes parentales qui sont très néfastes pour l'enfant. C'est-à-dire que un jour on va le féliciter pour quelque chose et puis le lendemain pour la même chose on va le gronder. Ça c'est terrible pour un enfant. C'est terrible et c'est exactement dans le sujet puisque ça va dépendre de si ça active ou non une blessure émotionnelle. Donc, tant que ces blessures émotionnelles sont inconscientes, on va avoir ce type de comportement incohérent en fonction de si ça active des nœuds émotionnels qui nous font perdre la raison, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus de façon juste et cohérente. Alors, vous êtes l'auteur de l'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont. Dans ce livre, vous expliquez bien à quel point c'est important de mieux comprendre ses émotions et de ne pas en être en quelque sorte prisonnier. Oui, ou esclave, exactement. C'est de considérer les émotions comme des banques d'informations à notre sujet et au sujet des autres, en particulier de ce que nous font les autres, et donc des informations au sujet de soi, en fait, qui sont extrêmement importantes et qu'on gagnerait à écouter plutôt que d'essayer de les dissimuler, les tasser ou les minimiser. C'est très important qu'on comprenne bien qu'une émotion, c'est quelque chose qui est vivant, et faire semblant de ne pas la ressentir, c'est de se faire du mal. Exactement. À l'intérieur de soi, et réagir de manière trop, pulsionnelle. C'est quelque part avoir des relations avec autrui qui peuvent être mauvaises. Voilà, c'est que écouter son émotion, effectivement, ou l'exprimer, ce n'est pas se déverser, ce n'est pas hurler, c'est pas dramatiser, et ce n'est pas penser qu'on peut balancer ses émotions sur les autres comme s'ils étaient des poubelles émotionnelles. C'est s'en occuper, s'en responsabiliser et les conscientiser vraiment. Voilà, c'est-à-dire vivre ses émotions, mais pas comme ça n'importe comment devant tout le monde. Même pleurer. Enfin, je veux dire, si on est très malheureux, on évite de pleurer devant tout le monde. Ça s'appelle vivre en société, quoi. Voilà, exactement. Et puis se respecter soi aussi. Bien sûr. Donc on va essayer de parler de tout ça. Je pense que le mieux pour, si vous nous écoutez, que vous avez envie de réagir, c'est vous avez l'impression que vous avez une attitude qui n'est pas cohérente, eh bien appelez-nous et puis je crois qu'on pourra assez facilement décoder ce qui se passe. Exactement. Oui. Et à partir de ce moment-là, vous avancerez sur la meilleure compréhension de vous-même, parce que finalement, bien se connaître, c'est avancer dans la direction qui nous convient bien. Exactement. Sud Radio 0826 300 300. C'est Marianne déjà qui va nous parler sans doute de sa blessure d'abandon, qui est pratiquement une blessure universelle, d'ailleurs, celle-là. Oui, absolument. On a tous un moment ou un autre. Un ressenti d'abandon, oui. Eh bien, on l'écoute dans un instant, et puis vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui les blessures d'enfance avec Ariane Calvo. Il faut déjà les décoder et puis ensuite, évidemment, les soigner, les penser, comme je le dis dans l'introduction. Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invitée. Bonjour. Ariane Calvo qui est avec nous. Enchantée. Oui, alors j'ai écouté un petit peu votre introduction. Je me suis reconnue dans certaines phrases que vous avez citées. C'est-à-dire, moi, j'ai pas du tout eu une enfance sécure. Alors, je le dis aujourd'hui avec ces mots-là. Quand on est enfant, on se rend compte qu'on va pas bien, on se rend compte qu'on n'est pas bien avec les autres. Mais on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, puisque moi, mon seul modèle, c'était uniquement mes géniteurs, comme je dis, puisque on n'avait pas le droit d'aller, on n'avait pas de cousins, pas de cousines, pas d'autres familles proches qui puissent nous donner un autre exemple de vie. Et les personnes qui ne faisaient pas partie de la famille, donc, on n'allait pas non plus, parce qu'on vivait un peu au milieu des gens, on n'est pas isolés. Oui, voilà, c'est ça, complètement. Ma mère nous élevait en disant, de toute façon, le monde, les hommes sont si... Alors, vous élevez, donc vous avez des frères et sœurs? Oui, je suis l'aînée et j'ai 2 sœurs. Et notre père nous a abandonnés, j'avais 10 ans. D'accord, c'est-à-dire que quand vous avez 10 ans, il disparaît? Ah oui, et puis complètement, parce que quand il est mort 25 ans plus tard, personne ne savait qu'il avait eu des enfants.
D'accord. Mais vous l'avez quand même connu pendant 10 ans, ce qui n'est pas anodin. Un petit peu. Oui, mais il était peu présent. Il partait beaucoup en mission. Je ne sais plus trop comment que ça s'appelait à l'époque. Oui. Et quand il était présent, il buvait, il était violent. Donc, on aimait mieux qu'il soit pas là, finalement. J'imagine. Mais vous avez quand même été trois filles, et je pense que ça a quand même créé du lien, tout ça, non ? Oui et non, je trouve qu'on a été élevés différemment malgré tout. Et moi, je devais tellement avoir une fonction d'adulte que ça a toujours été très très difficile pour moi. C'est-à-dire que vous étiez l'aînée de combien d'années avec la deuxième ? 2 ans avec la deuxième et j'avais 7 ans avec la numéro 3 en fait. Voilà, et puis une mère qui ne s'occupait pas de nous. Donc, avec le temps, avec le travail que j'ai fait sur moi, j'ai oscillé sur le fait que j'étais surtout en souffrance par rapport au rejet. Et puis, un peu l'abandon, mais prioritairement le rejet, parce que même notre mère qui était présente, elle s'occupait pas de nous, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai dû faire. Peut-être que il faut comprendre aussi, Marianne, que le rejet, ça donne aussi l'impression que de toute façon, on vaut pas grand-chose, quoi. Oui, qu'on n'est jamais à la hauteur. Ah bah oui, complètement. Et c'est une grande caractéristique des enfants qui ont été parentisés, puisque effectivement, de fait, ils ne sont pas à la hauteur d'être parents puisqu'ils sont des enfants. Et donc, ça laisse cette empreinte-là très forte de ne pas être à la hauteur de ce qui est attendu de vous, de façon globale. Oui. Alors, je me suis beaucoup battue dans la vie, si je puis dire, parce que j'ai quand même réussi quelques études. Alors, pas autant que j'aurais pu faire, bien évidemment. Ce manque de confiance, ce manque de soutien aussi a fait que voilà. Oui, mais j'ai l'impression, et c'est ça qui est important à entendre, Marianne. Bon, vous avez quand même visiblement fait des choses, oui. et il faut les voir comme des choses positives et comme le fait que vous valez quelque chose et que au fond, la société ne vous a pas rejeté. Et c'est important de comprendre que cette blessure-là, elle est là et elle restera là, même si on peut arriver à la cicatriser. Mais il ne faut pas que ça continue à être une sorte de destin inévitable, vous voyez ? Comme un filtre de lecture du monde, en fait, où vous interprétez tout en fonction de ça, et sans, du coup, voir ce qu'il y a aussi de victoires et de choses que vous avez remportées, en fait, sur la vie. Oui, alors je partage votre point de vue, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des victoires, ça dont je suis très très fière, d'ailleurs, vraiment très fière. Par contre, alors, en même temps, c'est un peu le sujet de l'émission, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer. C'est que, voilà, sur le plan amoureux, dès que je suis attirée par quelqu'un, je me sens rejetée. En fait, je ne fais couple avec personne parce que c'est quand même ce filtre de lecture, je n'avais jamais utilisé cette expression-là, mais ce filtre fait que après c'est aussi la réalité, mais qu'est-ce qui fait que peut-être que vous avez mis toute votre énergie pour réussir des choses professionnellement et du coup il n'en est pas resté pour votre vie affective, parce que ça aurait été pareil. Peut-être que vous auriez commencé par une première histoire qui aurait peut-être pas été concluante, mais qui vous aurait quand même prouvé qu'on peut s'intéresser à vous, et puis de fil en aiguille. Vous voyez, je pense que sur le plan affectif, vous avez dès le départ un peu baissé les bras, peut-être. Parce que c'est évidemment le plan affectif et émotionnellement est toujours plus prégnant. Il y a ça, et puis le fait que quand on a eu l'impression de devoir se battre ou faire certaines choses ou être d'une certaine façon pour mériter l'amour de ses parents, on reste dans une espèce de schéma de mérite de l'amour de l'autre qui fait que on crée des sortes d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on a tellement peur que l'autre nous démontre qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on se débrouille pour pas être à la hauteur d'une façon ou d'une autre et que ce soit réglé tout de suite, voyez. Et du coup, on crée soi-même l'échec amoureux, quoi. Oui. Pourtant, je suis tout à fait d'accord. Quand vous le dites, ça me parle. Et moi, je me dis toujours que ce qui m'a permis de m'en sortir dans la vie, c'est que je me qualifie comme ça, en tout cas, d'une amoureuse de la vie. Et pour autant,
je le vis pas forcément et pas. Mais c'est ce que dit Brigitte, c'est-à-dire que vous avez surinvesti certains domaines de vie où il y avait de la réussite parce que ça vous valorisait, ça réparait des choses, et que le domaine amoureux restait un peu à la traîne. Après, il n'est pas du tout trop tard. Ce que vous avez réussi à faire pour le travail et pour la vie en général, vous pouvez tout à fait le faire sur le domaine affectif. Oui, c'est vrai que faut que je. Oui, en même temps, là où je me suis investie pour mon travail, pour m'en sortir, oui, effectivement. Après, ça a été aussi mes enfants que j'ai beaucoup, et donc là, ça y est, il y a un cycle qui se termine. Le dernier vient de partir du foyer qu'on avait, et là, effectivement, même mes enfants me disent, maman, maintenant, il faut que tu t'occupes de toi, et je ne sais pas faire. J'avoue, puisque voilà. Cela étant dit, c'est un peu le problème de beaucoup de gens qui se retrouvent à élever seuls leurs enfants. Tant que les enfants sont là, on n'est pas seul sur le plan affectif. La vie affective est très remplie. Alors après, évidemment, il n'y a pas de sexualité, il manque certaines choses, évidemment, mais sur le plan affectif, on rentre le soir, on n'est pas seul, on a des gens avec qui on parle, on peut sortir avec ses enfants, et donc la nécessité de rencontrer quelqu'un, finalement, elle n'est pas tellement importante. En psychologie, on voit bien que tant qu'une situation ne nous fait pas souffrir, à la boîte dysfonctionnelle, on ne fait pas l'effort de changer parce que l'être humain est tellement rétif au changement qu'il faut vraiment une dose de souffrance assez grande. Effectivement, malheureusement, ça serait mieux si on pouvait changer sans ça quand même, sans se faire souffrir. C'est-à-dire qu'on devrait comprendre en amont sans avoir à vivre des trucs terribles, quoi. Donc je pense que, en effet, vous n'avez pas vraiment cherché à rencontrer vraiment quelqu'un. Alors je sors, je suis pas du tout casanière. Je participe dans des associations. Oui, bien sûr, mais pas dans des sites, par exemple. Je vais pas sur des sites. Non, mais même, je suis sûre que vous avez rencontré des hommes qui auraient pu, qui peut-être même vous ont vaguement essayé de vous proposer quelque chose, mais vous n'aviez pas le temps, vous n'étiez pas libre de toute façon. Oui, puis je suis sélective. Alors, c'est aussi peut-être le défaut de ma vie d'aujourd'hui, c'est que je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu avec mon ex-mari. Donc, non, mais ça j'entends bien, mais enfin, on va pas mettre tous les hommes dans le même panier, vous êtes bien d'accord. Non, bien sûr. Et ça, grâce à votre émission, d'ailleurs. et vous le savez bien. Mais il n'y avait pas de place pour un homme, je pense. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Et puis pas de manque suffisant aussi, sûrement, c'est ce que dit Brigitte. Les enfants, ça remplit vachement quand même. Oui, c'est vrai. Le temps, l'affection. Oui, mais bon, après, même si j'aime énormément mes enfants, ça c'est important, mais on ne construit quand même pas les mêmes rapports affectifs avec eux. Indépendamment de la sexualité, il y a vraiment même les rapports affectifs qui sont très différents. Bon, après, voilà, franchement, ils sont super, mais c'est pas c'est évident. Mais je crois qu'on vous a donné vraiment toutes les pistes. Donc vous avez maintenant à vous de vous dire, bon, ce que j'ai réussi professionnellement, il n'y a aucune raison que je ne le réussisse pas sur le plan affectif. Exactement ça. Ça va être les mêmes ressources. Vous allez utiliser les mêmes ressorts, vous allez voir. D'accord, je vous remercie beaucoup pour ce que vous m'avez dit. Merci beaucoup. Et puis, la petite chose aussi qu'on peut ajouter, Marianne, qui peut servir à tout le monde, c'est que vous avez aussi un couple parental assez négatif. Donc, ça renvoie aussi une image du couple qui n'est pas très belle. Donc, ça demande aussi un petit réajustement. Tous les couples ne sont pas comme ça. Regardez autour de vous, il y a des couples qui fonctionnent et c'est cela qu'il faut prendre comme modèle. Merci Marianne. La vie, je regarde et oui. Merci beaucoup Marianne. Au revoir. On fait une petite pause, on continue avec Corinne également qui nous rejoint. Vous aussi, venez nous parler de vos blessures d'enfants et on essaye de décoder avec Ariane Calvo qui est avec nous. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Ariane Calvo, psychologue, auteur de nombreux ouvrages, notamment L'autonomie émotionnelle. C'était aux éditions Robert Laffont et on parle aujourd'hui des blessures d'enfance avec Corinne qui nous rejoint. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous Corinne. Alors, vous avez vécu un divorce quand vous aviez 8 ans. Ça, c'est assez fréquent malheureusement, mais ça reste toujours une épreuve de la vie. Oui, je suis pas très honnêtement, je ne suis pas. Enfin, comment dire, j'ai fait ma résilience par rapport au divorce, mais très certainement, c'est plus ce qui s'est passé après, mais ça a dû
ça a dû avoir son rôle, la séparation de mes parents, oui. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme ça, comme impression aujourd'hui ? En fait, ça pourrait être résumé par la magnifique phrase de Gainsbourg dans une chanson qu'il a écrite pour Jane Birkin, « Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve ». Donc, comme il y a eu des schémas d'abandon répétitifs, des suicides de personnes qui comptaient énormément dans ma vie, un père que j'ai perdu à 17 ans, cette impression qu'à chaque fois qu'on m'aime très fort, enfin c'est pas une impression, finalement ça se termine mal. Des disparitions brutales et un futur mari à l'âge de 37 ans qui en fait que j'ai perdu parce que j'ai fait une décompensation. Voilà, j'ai fait une décompensation qui m'a ramené à l'enfant justement. Et donc, voilà, compliqué. Quelles conséquences ça a eu sur vous, le divorce de vos parents ? La conséquence, c'est celle que, en fait, cette impression qu'à chaque fois, une personne que j'aimais fort dans ma vie, il y avait comme un processus de faire en sorte que, mais c'était inconscient, je l'ai su par le biais d'un travail d'analyse, un processus en moi pour faire que finalement ça s'arrête. Mais quelles conséquences dans la réalité vous avez interprété comme ça ensuite ? Qu'est-ce qui s'est passé au moment du divorce de vos parents pour vous ? J'avais 8 ans en fait. Oui, bien sûr. Mais quels ont été vos ressentis en tant qu'enfant ? Comment vous analyseriez ça aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pensé que c'était de votre faute ? Est-ce que vous avez pensé que finalement l'amour ça s'arrête ? Qu'on vous laissait tomber ? Qu'est-ce que vous diriez ? Parce que on entend bien là que vous avez une croyance. Vous avez une croyance que si vous aimez quelqu'un, il va disparaître. Hein. Mais ça, c'est une croyance, c'est pas une réalité, même si ça s'est reproduit 2 fois. Oui, non, j'ai pas du tout pensé que c'était de ma faute. Ça, non. Qu'est-ce que vous avez pensé ? J'ai pensé au contraire que c'était pas possible et très jeune, j'ai pensé que le vrai amour existait et qu'on pouvait parfaitement rester des années ensemble et que j'allais faire de ma vie, j'allais me prouver que le schéma de mes parents n'était pas celui qui était classique. Sauf que dans la pratique... Alors, attendez, parce que quand on a 8 ans, qu'on est une petite fille et qu'on voit ses parents se séparer, on ne peut pas déjà penser que nous, on va faire mieux. Non, mais ce que je veux dire, moi j'ai énormément souffert évidemment de cette séparation. Mais qui est-ce qui a eu la garde ? Ma maman, qui a toujours dit... Non, oui, alors si... Ce qui a été horrible, c'est qu'en fait, ma maman dressait un portrait de mon père extrêmement terrible en temps pour une enfant, à savoir qu'il ne payait pas la pension, etc. Ah ben voilà, on en arrive à des choses plus concrètes, Corinne. C'est l'émotion, c'est pas forcément facile de passer en radio. Bien sûr. Donc j'avais une maman qui passait son temps à me dire que mon père était extrêmement brillant, très intelligent, qu'il avait un charisme hors du commun, mais qu'il ne s'occupait pas de nous, qu'il ne payait pas la pension. Donc dans ma tête de petite fille, ça voulait dire mon père ne m'aime pas. Maman essaie de me faire comprendre que si mon père m'aimait, nous aimait, on était 4, nous aimait, il nous donnerait l'argent. Et moi, c'était un duel, parce que j'admirais mon père, même déjà toute petite, je l'aimais profondément. Et j'ai beaucoup souffert parce que, à travers les propos de maman, c'était effectivement me faire croire que mon père ne m'aimait pas puisqu'il donnait pas les sous. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça, vous voyez, c'est important parce que en tant qu'enfant, il peut y avoir une sorte de duel intérieur très très douloureux. À la fois, votre maman, elle vous dit peut-être la vérité, mais en même temps, cet amour que vous aviez très fort pour votre papa peut vous faire croire aussi que votre maman, elle dit pas la vérité, vous voyez. Et ça, pour un enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des repères qui sont totalement différents. Donc, comment on s'y retrouve en tant qu'enfant ? Oui, ça s'appelle un conflit de loyauté en psychologie. C'est une des choses les plus douloureuses à vivre en tant qu'enfant. Hein. Et on se sent vraiment écartelé émotionnellement. C'est exactement. Oui, c'est compliqué. Je suis désolée, Brigitte. Mais vous savez, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on m'appelle. Donc, je n'étais pas préparée à cette interview. Donc oui, là, ça prend le dessus et tout devient beaucoup plus clair à nouveau. Alors que, moi, j'ai passé des années petite
ado, et à me dire mais alors c'est pas possible, mon père il était génial, maman est en train de me dire que, et puis est-ce que c'est pas maman, et puis et voilà, et tirailler, et petite derrière la porte à 8 ans, il y avait une porte communicante entre la chambre de mes parents et la mienne, et j'entendais des cris, et moi je me disais tout, et souvent je me disais, quand j'ai eu un peu plus de maturité, je ne veux pas prendre parti. J'avais l'impression d'être prise en otage. Mais oui, mais vous l'étiez. C'était le cas, oui, tout à fait. Vous étiez prise en otage. Et encore une fois, moi je crois qu'on ne le dira jamais assez, c'est terrible qu'une mère puisse dire ça à son enfant. C'est destructeur, oui, tout à fait. Oui. Et en plus, si j'ai bien compris, vous perdez votre père quand vous avez 17 ans. Très violemment, et l'annonce a été extrêmement violente, je l'ai dit à... Oui. Vous voyez, donc vous n'avez pas vraiment pu, en tant qu'adulte, vous réconcilier avec votre père, parce que quand on a 17 ans, on n'a pas encore une vision d'adulte pour parler à son père et essayer de comprendre les raisons de ce divorce, voyez. Donc il vous reste, si je puis dire, une sorte de flou sur ce qui était juste dans ce que vous disait votre mère et ce qui était faux. Et de deuil impossible. Donc il est décédé en Afrique, il est parti là-bas pour travailler, j'ignorais qu'il était malade, et voilà, maman a ouvert la porte un jour de ma chambre, elle m'a dit ton père est mort, comme ça. Oui, et je pense que c'est ça qui quelque part vous travaille encore et qui n'est pas digéré, mais comment faire, parce que c'est très violent comme façon de faire. C'est-à-dire qu'on vous a annulé une fois la réalité de votre père, et puis une deuxième, c'est la vie qui vous l'annule en vous l'enlevant. Donc c'est très difficile de restaurer cette image-là. Peut-être vous pourriez commencer par lui parler. L'écriture, lui écrire des lettres qui lui arriveront ou lui arriveront pas. On a chacun nos croyances là-dessus, sur ce qui se passe après la mort. Mais peu importe, ce qui est important, c'est votre part de la relation à votre père. Et vous avez encore des possibilités de la restaurer par vous-même, en fait. C'est pas vrai que tout s'arrête complètement une fois que la personne décède. Il y a deux autres idée comme ça que je peux vous donner, Corinne. Vous avez des photos sans doute de votre père avec vous. Oui. Donc ça, vous les regardez et puis vous ressentez les émotions qui vous envahissent parce qu'elles seront vraies. Ce sera vraiment ce qui s'est passé entre votre père et vous. Donc n'hésitez pas à regarder les photos Voilà, ça c'est une chose. Et puis il y a une autre chose que je peux vous proposer aussi. Vous appelez une astrologue ou un astrologue et vous regardez votre thème natal et vous regardez la position du soleil et les planètes qu'elles font dans votre thème natal, et ça vous dira ce que vous avez, vous, ressenti de votre relation à votre père. Oui, je suis en train de le noter. Je voudrais vous dire quand même que c'est quelque chose d'assez incroyable. À l'époque, le courrier entre l'Afrique et la France fonctionnait extrêmement mal. Oui. Donc ça, c'était autre chose à la fois très violent et magnifique de par ce que j'ai lu du contenu de la lettre. C'est-à-dire qu'après la mort de mon père, peut-être 15 jours après, j'ai reçu une lettre de lui. J'étais la seule de ses enfants à qui il a adressé une lettre. Une lettre absolument magnifique où il me disait que j'avais au moins un trésor tout à fait particulier, qu'il espérait que l'homme qui m'accompagne sache le préserver, et que non pas que j'aime l'un de mes enfants plus qu'un autre, mais tu as cette sensibilité si particulière, etc. Quel cadeau! Écoutez, je crois, Corinne, que vous avez votre réponse. Ah oui. Votre père tout est dit, vous a aimé profondément, et je crois qu'il est temps de voir à quel point votre mère était peut-être jalouse de cet amour que vous portez votre père, parce que quelque part, elle avait des choses qu'elle n'a pas réglées. Tout simplement blessée d'avoir été quittée. Enfin, vous voyez, donc c'est important que vous remettiez chacun de vos parents à leur vraie place. Parce que manifestement, il ne vous avait pas quitté, vous. Non, mais c'est maman qui l'a quitté. Mais oui. Et là, vous savez, c'est incroyable. L'une à l'autre, c'est que moi, j'ai fait un dessin que je répétais il y a très peu de temps dans le cadre d'une psychologue qui m'a reçu. C'est ce qu'on appelle presque de l'écriture automatique. Je n'ai pas réfléchi. Je lui ai demandé un papier. J'ai pris un crayon et j'ai dessiné Corinne, donc maman.
le regard de mon père se porte sur moi et maman a le regard qui se porte sur mon père. Et c'est pas un regard bienveillant et c'est un dessin que j'ai fait il y a des années, juste avant de me marier, lors d'une décompensation. Et bien, voyez bien que vous aviez compris en tant que petite fille ce qui s'était passé. Et merci de vous être confiée à nous. Et partager ça, oui. Et bravo, parce que là, vous avez reconstitué le puzzle, en quelque sorte. Ouais, non, mais là, vous, c'est formidable aussi. Nous ne nous connaissons pas, juste quelques minutes de radio. Et vous avez résumé ce qui m'a déjà été dit, par exemple, en analyse, il y a des années. Mais voilà, c'est un moment de vie extraordinaire parce que vous m'avez appelé à un moment donné, un moment un peu difficile de ma vie où tout est un peu lié justement. Donc merci à toutes les deux. Merci à vous, Corinne. Merci beaucoup. Allez, on va continuer. Hein. C'est important de. Oui, ça fait. C'est toujours. Mais c'est toujours touchant, émouvant et voilà. C'est pour ça qu'on a envie de continuer. Nous sommes avec Sandrine maintenant. Bonjour Sandrine. Bonjour Brigitte et bonjour Ariane. Alors, le nom de famille est toujours pareil. Calvo. Calvo, voilà, excusez-moi. Pas de souci. Calvo, oui. Oui, bonjour. Eh bien, merci d'être avec nous, Sandrine. 3 questions intimes et vous pourrez en poser une à Ariane après. Première question. Quelle serait chez vous l'émotion qui vous envahit et que vous arrivez le moins bien à gérer ? Alors, je rappelle les 4 émotions principales, la peur, la joie, la tristesse et la colère. Oh, la colère, je dirais. Ah oui. Ça vous arrive souvent ? Oui. La colère oui, la colère. Et d'ailleurs, quand je suis en colère, en fait, finalement, je suis malheureuse, en fait. Il ne faudrait même pas que je sois en colère, voilà. Bon. Quelque part, c'est... Et après, oui, la joie, la joie, alors c'est autre chose. Oui, mais la colère, en fait, quand je suis en colère, en fait, il faudrait même pas que je sois en colère. Oui, mais ça m'arrive. Oui, j'ai eu une période de... ça arrive à tout le monde, hein. Je vous rassure, Sandrine. Mais c'est vrai qu'en fait... Il faudrait d'ailleurs se méfier de quelqu'un qui n'est jamais en colère, parce que le jour où il risque d'être en colère, il va tuer quelqu'un. Voilà, c'est compliqué parce qu'en fait, même moi, je me fais des films et je parle toute seule. Enfin, voilà. Alors, et en fait, après vous, ça m'apaise. Voilà, en fait. Je me parle à moi-même, en fait, à voix haute, quand je suis en colère. Ça peut marcher. Deuxième question, en cas d'infidélité, vous pardonnez ou vous quittez ? Alors... ça c'est compliqué parce que c'est vrai que j'aurais tendance à dire c'est terminé. Je pense que après ça dépend de l'infidélité, ça peut dépendre de à quel stade on est le couple. Voilà, ça peut à un moment donné ça se négocie donc. Voilà, ça peut se négocier. Voilà. Ouais. Mais après, il va falloir après aller voir un psychologue tous les deux pour recoller les morceaux, je pense. Parce que quand à un moment donné, un vase qui se casse, on recolle les morceaux, mais il reste qu'il y a toujours, le morceau, il est, il y a toujours un peu, on voit la trace un peu de la fissure, voilà. Mm-hmm. Eh oui, c'est de toute façon, oui, c'est une épreuve. Et dernière question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de simuler le plaisir, la jouissance, Sandrine ? Ah non, pas du tout. J'ai jamais simulé. Ouais, non, non, pas du tout. Ouais. Bon. Je sais pas le faire, ça. Enfin, alors ça peut être compliqué. Je vais vous faire peut-être rire, mais voilà. Mais effectivement, on peut. On aime son mari, ça fait longtemps, mais après, effectivement, on peut. Ça m'arrive de voir des fois quand je vais faire mes courses, peu importe, à un moment donné, un jour, je vais faire mes courses et puis je cherchais une pastèque, je savais pas laquelle, et puis un monsieur très sympa me dit il vous faut entendre un certain bruit. Mais alors le monsieur, j'avais les yeux pas sur la pastèque, mais j'avais les yeux sur la personne en fait. Voilà. Donc effectivement c'était la jouissance du plaisir de voir un bel homme, voilà. On va dire ça. Bon, on sent que ça va, hein, vous êtes à l'aise avec vos sens. Oui. Après, je me dis, j'ai quand même... Non, allez hop, on revient sur Terre. Bon. Néanmoins, j'ai choisi une bonne pastèque. Eh bien, vous pouvez poser une question à Ariane Calvo, elle vous écoute, Sandrine. Oui, alors moi j'ai une question parce que je voulais savoir si l'émotivité, des fois, en fait, à un moment donné, moi je suis quelqu'un d'assez émotive, mais je l'ai beaucoup caché.
peut, à un moment donné, par manque de confiance en soi aussi, quand j'étais jeune, non, plutôt, on va dire, développer ce manque de confiance en soi. Si vous voulez, je viens d'un milieu complètement différent du travail que je fais actuellement, ou que j'exerce depuis au moins plus de 30 ans. Si vous voulez, à un moment donné, j'ai voulu à un moment donné pas m'écouter intérieurement. Oui. Et en fait, j'ai voulu montrer une femme dure, forte, avec une forte carapace. Mais bon, ça, c'est vrai que je le montre parce que c'est la vie qui a fait que je... Mais en fait, au fond de moi, j'ai une émotivité et ça m'a perdue. Et d'ailleurs, j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup de... Et alors, voilà. C'est quoi votre question ? Mais ma question, c'est savoir si l'émotivité, en fait, à un moment donné, est-ce qu'il faut s'écouter soi et puis pas chercher à être une autre personne. Voilà, en fait. D'accord. Eh ben, elle va vous répondre, Ariane Calvo, dans un instant. Restez avec nous, Sandrine. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ariane Calvo est avec nous, psychologue, et vous allez répondre à la question de Sandrine, qui parlait donc de cette émotivité prégnante chez elle et qu'elle masque derrière l'image d'une femme forte. Est-ce que c'est bien pour elle ? On connaît un peu la réponse. Alors en fait, l'émotivité, c'est souvent de l'hypersensibilité, et quand on a du mal à la gérer, il peut se passer deux choses principalement. Déborder tout le temps ou se murer et se couper de ses émotions comme vous l'avez fait apparemment un temps. Donc non, évidemment, c'est pas souhaitable de se couper de ses émotions parce que c'est tellement important d'en ressentir. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les conscientiser et les exprimer à bon escient. La colère, par exemple, avec laquelle vous avez du mal, c'est vraiment l'émotion du respect de soi, c'est-à-dire celle qui permet de se respecter et de se faire respecter. Donc c'est plutôt une émotion intéressante quand on sait l'utiliser calmement mais fermement. Et voilà, toutes les émotions, on pourrait dire la même chose de toutes les émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Ok. Et puis, merci. Ça peut vous donner de la confiance en soi. Oui, j'ai compris. J'ai maintenant à mon âge, je commence un peu à vivre en fait, on va dire, parce que j'ai voulu tout le temps, c'était je veux briller, montrer que, et là, maintenant j'ai dit maintenant ça suffit, stop. Peut-être ça fait depuis un an à peu près que je vous écoute aussi, Brigitte. J'écoute beaucoup vos émissions, j'écoute les personnes, les auditeurs, leurs soucis, et puis je me suis aperçue que peut-être aussi il me fallait aussi me soigner. C'est vrai que je suis allée voir un thérapeute par rapport à ça. Au début, j'avais honte, je voulais pas. Et puis parce que toujours par montrer que j'aime tout contrôler, Non, mais Sandrine, il y a une chose essentielle à comprendre. Tous, autant qu'on est, quel que soit notre sexe, notre milieu social, on a besoin du regard de l'autre pour se sentir meilleur. Oui, c'est vrai, peut-être. Et quand on a peur du regard de l'autre, et c'est souvent pour ça qu'on porte un masque, eh bien, on n'avance pas, parce que finalement, vous avez certainement fait des choses formidables professionnellement, mais vous avez besoin, comme tout le monde, du regard de l'autre. Et c'est vos réussites professionnelles qui vous ont permis de vous sentir meilleur. Maintenant, il faut accepter de vous montrer tel que vous êtes, et les autres vont vous regarder, et je suis sûre qu'ils vont vous trouver vraiment meilleur. Et puis il y a des forces et des ressources insoupçonnées dans l'hypersensibilité. Ce n'est pas qu'une vulnérabilité. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez certainement une très bonne intuition. Vous savez sentir si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous raconte des histoires ou quelqu'un de vrai. Et puis se montrer sensible, c'est pas se montrer fragile. Tout à fait, c'est très différent. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Après, je vous conseille pas évidemment de fondre en larmes devant tout le monde, ni de vous mettre. Non, c'est difficile. Non, mais bien sûr, Je préfère fondre en larmes devant un film, parce qu'il y a des films. Bien sûr. Mais devant tout le monde, non, je garde toujours mon sang-froid. Après, voilà. Après, c'est vrai que. Je reconnais que j'ai peut-être mis une carapace, et souvent on me dit que je suis très dure, que si, que là. Et puis des fois, au fond de moi, je me dis mais non, mais normalement c'est pas moi ça. Mais bon, mais c'est pas grave. Après, voilà.
c'est comme ça. Oui. On se refait pas. Si, on peut avancer. Je pense que c'est vraiment important, Sandrine, que vous acceptiez d'avoir, comment dirais-je, de sourire plus facilement à des gens que vous croisez, d'accepter je sais pas moi, d'échanger 2-3 mots parfois avec des gens. C'est pas de perdre du temps, c'est pas de se. Vous voyez, je pense qu'il y a une sorte de protection comme ça qu'il faut faire un petit peu tomber. Être plus ouverte et plus vraie. Oui. Pour avoir des relations plus authentiques aussi. Oui. Alors peut-être aussi je les ai pas eu jusqu'à présent parce que j'ai un métier qui me prend énormément de temps. Et puis j'avais pas envie. Là, j'ai eu une période et là maintenant c'est vrai que les enfants sont partis. Ils sont j'ai une fille étudiante et maintenant je me dis garçon qui va s'installer. Donc c'est maintenant. Voilà. Je pense que c'est maintenant où je vais essayer de. Mais j'y arrive pas. Enfin, je sais pas. Je bloque. Après le blocage vient aussi d'une enfance. Peut-être parce que j'ai eu des amis. Bon, c'est vrai que j'avais perdu ma meilleure amie. J'ai perdu ma meilleure amie. Puis j'ai perdu. Elle est décédée d'un cancer du sein. Et puis après, j'avais pas forcément. J'avais des amis de passage. On dit dans la vie, on a des amis de passage. Voilà, de courte durée. Voilà. Et puis après, c'est vrai que j'ai une relation avec le travail. Je suis quelqu'un, mon travail, il faut que je réfléchisse sur mon enfance peut-être. Cette relation de travail, si j'ai pas fini mon travail, si j'ai pas fait mon travail, si c'est ça, c'est pas très bien et presque à la limite, comme si encore mon père qui a 83 ans va me gronder parce que j'ai pas fait mon travail correctement. Oui, mais ça peut aussi être une addiction au travail, hein. Oui, je pense. Et on est un peu comme ça tous les deux avec mon époux. On est un peu addict, on va dire, au travail et on s'oublie. On s'oublie, pas nous deux, mais enfin, si on fait pas les choses, on oublie de vivre en fait. Voilà, c'est surtout ça. D'avoir. Et après, on s'aperçoit que les années passent et que il y a plein de choses il y a des belles choses aussi. Il n'y a pas que le travail aussi. Il y a le travail, il est beau, mais après il y a autre chose aussi à côté. Oui, s'accorder juste du temps pour soi, se faire plaisir, c'est pas interdit, hein. Ah ouais, c'est indispensable. Tout à fait. Bon, en tout cas, à vous de voir, Sandrine. Merci en tout cas de cet échange. On va continuer évidemment avec les blessures d'enfance. On est un petit peu en retard, mais c'est normal, c'est comme toujours. Donc on va juste dire bonjour à Géraldine et puis on écoutera ce qu'elle a à nous dire évidemment après les infos. Géraldine, bonjour. Bon, alors, on va essayer de gérer ce problème. Bonjour. Oui, bonjour Géraldine. Je suis désolée, on est un petit peu en retard, mais on vous prend tout de suite après les infos. Donc, soyez patiente, excusez-nous. Hein, il n'y a pas de souci, je suis patiente. Et on vous donnera tout le temps dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas. Juste avant les infos, on va continuer donc toute cette semaine à évoquer l'expérience. J'ai trouvé des belles phrases sur l'expérience. Alors, il y en a une de Confucius que je trouve formidable. J'adore Confucius d'ailleurs. D'accord. Voilà, bon... je ne sais pas si vous l'aimez aussi. Et alors lui, il compare l'expérience à une lanterne. Mais pourquoi il compare l'expérience à une lanterne? Vous avez l'air peut-être de savoir pourquoi. Oui. Eh bien, vous pourrez nous expliquer pourquoi après les infos. Vous aussi, vous avez envie de parler de votre blessure d'enfance, d'une blessure d'enfance ou de peut-être de choses qui continuent à vous faire souffrir. Vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et oui, nous avons tous dans notre enfance subi des petits traumatismes qui parfois restent encore très là, très présents et qui nous font réagir émotionnellement plus fort qu'il ne faudrait. C'est avec Ariane Calvo qu'on essaye de décoder tout ça. Vous êtes psychologue et auteur de l'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont. Alors Géraldine nous a rejoint, on va l'écouter, mais d'abord la réponse à ma devinette, l'expérience c'est comme une lanterne, c'est Confucius qui a dit ça. Et alors, vous connaissez, je crois, la réponse. Hein. Moi, j'avais entendu l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le dos.
comme si ça ne pouvait éclairer que notre passé, C'est et que ça. ça ne pouvait Oui, pas oui. nous donner d'indications réelles sur ce qui Mais vient. c'est assez juste. Hein. L'expérience, c'est une lanterne que vous portez sur le dos et qui éclaire le chemin déjà parcouru. Voilà la phrase exacte. C'est exactement ça. Et c'est vrai que chaque chose nouvelle redemande une expérience Nouvelle. oui. Bonjour Géraldine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Eh bien, on vous écoute, Géraldine. Oui, ben déjà, je suis très touchée de pouvoir vous parler et l'attente m'a permis de pouvoir gérer l'émotion, de savoir que j'allais passer à l'antenne et pouvoir communiquer avec vous. Voilà, donc en fait, je vis actuellement, je suis en plein dedans une situation qui fait remonter beaucoup de choses. Oui. Donc la situation, c'est je récupère mon enfant de 5 ans à la sortie de l'école la semaine dernière, une journée normale, et je le sens pas super bien, mais voilà, et je lui dis t'as pas l'air bien, dis à maman ce qui se passe, et donc il me raconte que au début il me dit non, et puis après il finit par me dire qu'il a mangé tout seul à une table à la cantine. Et là, moi, tout de suite, ma réaction, j'ai été très interpellée et très choquée de ce qu'il m'a dit, puisque de faire manger un enfant de 5 ans tout seul à une table à la cantine qui est pleine, je trouve ça... Oui, c'est un peu dur. Hein. J'ai trouvé que c'était de la maltraitance. Mais pourquoi il a mangé tout seul à la cantine ? Alors voilà, donc ma première réaction de maman, ça a été, si tu as fait une bêtise, peut-être que tu as été puni, et à ce moment-là, si tu as fait une bêtise, écoute, c'est pas grave, tu dis à maman et on va voir. Et il me dit non. Et puis vous savez, donc j'essaye je remets la parole de mon fils en doute. C'est la première chose que je fais parce que ça me semble être le bon chemin. Et en même temps, je connais mon enfant, c'est-à-dire que je sais qu'il ment pas, quoi. Je sais même pas s'il a la notion du mensonge en fait à cet âge-là. Voilà, donc en parlant avec lui, je me rends compte que il me raconte toujours la même histoire. Donc il a entendu une adulte dire à une autre adulte, on va mettre ce petit-là tout seul à une table. Donc lui a senti le truc arriver et la dame qui a dit ça a dit très méchamment à mon fils, tu t'assois là-bas, et donc évidemment il s'est exécuté, il a passé son repas tout seul. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup remué, qui a remué évidemment aussi le papa et qui me remue encore beaucoup. Ça s'est passé jeudi dernier. Et ça me remue beaucoup, et en fait, je trouve ça normal, mais ça fait ressortir chez moi des émotions très, presque que je n'arrive pas à gérer, beaucoup de colère, comme si ça faisait ressortir de la violence. Et alors entre guillemets, hein, évidemment, je sais que les mots sont forts, mais je ne comprends pas en fait. Vous leur en voulez beaucoup d'avoir fait vivre ça à votre enfant ? Je leur en veux. Mais vous savez, vous avez été à l'école demander pourquoi des explications. Alors oui, donc on a fait un mail. Donc moi j'ai essayé d'appeler, il n'y avait plus personne évidemment le soir. J'ai fait un mail de suite au responsable de la cantine et à la directrice d'école qui est la maîtresse de mon fils d'ailleurs. Et donc le responsable le mail a été lu. Et alors le discours des adultes, ils sont tous très bienveillants. Et cette dame qui a parlé comme ça à mon fils, c'est bizarre, on se croise depuis 2 ans parce que tous les parents se croisent à l'école, c'est quelqu'un que je ne sens pas, je n'explique pas. Et donc tout le monde dit ah bon, tout le monde est étonné. Donc que ce soit passé, tout le monde est étonné que mon fils ait mangé seul. Donc voilà, et en même temps mon fils, je sais parfaitement. Mais donc vous n'avez pas d'explication. Voilà, pas d'explication, et en plus il me répète toujours la même chose. Et le discours est très clair. Donc un enfant de 5 ans qui vous dit toujours la même chose, le discours ne dévie pas, ne change pas, voilà. Donc je pense que après ils sont bienveillants, ils ont un boulot monstre à faire et ils le font bien. Je pense qu'il y a eu une erreur de fait. Oui, il y a peut-être une mauvaise interprétation de la part de votre fils qui a pas compris, ou peut-être que la femme a assez mal expliqué. Enfin bref, ce qui est intéressant, encore une fois, on va pas donner des explications qu'on n'a pas, puisque de toute façon nous on sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très en colère et je pense que ça réveille une injustice. Enfin, il me semble. Voilà, c'est ça. Les deux.
Mais c'est ça, mais ce qui me fait peur, je reprends le terme de la dame d'avant, c'est comme si, alors je me maîtrise, j'ai beaucoup de mal à me maîtriser, j'ai besoin du papa pour affronter ces situations-là, c'est-à-dire qu'on a rendez-vous, c'est marrant que je vous appelle et que j'arrive à vous avoir, c'est quand même, il n'y a pas de hasard, on a rendez-vous ce soir, j'ai demandé à voir le responsable et cette dame qui se serait mal comportée avec mon fils. Voilà, parce que j'ai besoin d'avoir des explications et je refuse de remettre la parole de mon fils en doute. Non, il n'est pas question de remettre la parole de votre fils en doute. Il y a deux choses que j'ai envie de vous dire. D'abord, la première, vous avez vu que votre fils allait mal et vous l'avez questionné. Et donc là, déjà, vous pouvez, en tant que maman, être rassurée. Vous avez fait votre travail de maman. Ensuite, oui, vous vous sentez... enfin, on a fait du mal à votre fils et vous vous sentez impuissante. Et ça vous met en colère aussi, ça. Et là, quand vous le dites, ça me fait... J'ai du mal à me maîtriser. Ça fait remonter des sanglots. C'est très difficile pour moi. Mais sans doute que ça parle de votre enfance à vous, bien sûr. Ça réactive quelque chose qui vous est arrivé à vous en tant qu'enfant. Et peut-être que c'est vous qui avez la réponse. Là, c'est pas nous. Donc là, ça va être important, quelle que soit la réponse ou ce que ça réactive pour vous, de bien décoller les deux histoires. Il y a l'histoire de votre fils qui est prise en charge tout de suite, on le fait parler, on l'écoute, on le croit, on s'en occupe, il y a une réunion avec le responsable, on va avoir des explications et éventuellement pouvoir du coup expliquer à votre fils ce qui s'est passé et peut-être même avoir des excuses s'il y a eu un loupé. Votre histoire à vous et ce que ça réactive, il faut absolument que ça soit décollé parce que là, du coup, la réaction, vous voyez, elle risque d'être disproportionnée et auprès des adultes qui s'occupent de votre fils et auprès de votre fils qui comprend pas pourquoi c'est si grave, peut-être. C'est ça, c'est-à-dire qu'après, j'ai pas envie de tomber dans l'erreur de finalement faire toute une histoire et finalement mon fils lui s'est passé. Il faut pas agresser ce soir la personne, il faut au contraire être deux adultes qui essayent calmement de comprendre. Mais pour ça, il est important... Mais je sens que les adultes, ils disent pas tout, ça c'est pas grave, c'est pas le souci, mais... Moi, je vais me maîtriser. Oui, c'est grave. Je vais me maîtriser. Mais les pleurs risquent de venir. La colère, j'essaie de la maîtriser. Mais quand même, au fond de moi, je ne sais pas si je peux vous le dire aussi simplement, naturellement. On est prêt à tout entendre. Mais alors, je peux parler trop bien, mais ça me met le démon, en fait. C'est une situation qui me met le démon. Et je me dis, et je dis à mon conjoint, mais bon sang, j'ai pas été éduquée comme ça, pour parler comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça me met le démon. Ce que vous appelez le démon, c'est ce que vous projetez, vous, avec vos émotions d'enfant, de ce que doit ressentir votre fils. Et c'est là où il faut que vous fassiez la différence. Restez bien collé à ce qu'il ressent lui et à ce qu'il a ressenti lui, et ne déduisez pas de ce qu'il a vécu à partir de ce que vous, probablement, vous avez vécu dans des situations comparables. Parce que on a tous des histoires différentes et manifestement, votre fils, il a le droit de parler et il est cru immédiatement. Donc, j'ai quand même dit, si t'as fait j'aurais pas dû remettre la parole en doute. Mais oui, parce que vous cherchiez à comprendre. Mais moi, j'entends pas remettre la parole en doute. Si, vous l'avez mis au début, mais peut-être que vous, quand vous étiez enfant, on remettait sans cesse votre parole en doute. Ouais. On était... après, j'ai eu une enfance, je peux pas me plaindre, mais j'ai 46 ans, on est la génération où on n'avait pas la même place que les enfants d'aujourd'hui. Et non, parce que mes parents, je peux pas leur faire de reproches, même si c'est compliqué en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, d'être devenue maman, sans doute. Et mais oui, je pense qu'on n'avait pas... Oui, ça, c'est ce que vous dites, ça m'interpelle. Oui, on n'était pas entendu et considéré, mais considéré dans le sens... écouter ce qu'on avait à dire ou ce qu'on ressentait. Vous étiez mis à l'écart. Et puis souvent, la parole des adultes, moi j'ai 47 ans, donc on a le même âge, la parole des adultes était prépondérante. Si le prof disait un truc et que l'enfant disait le contraire, c'était systématiquement le prof qu'on croyait. C'est ça. Exactement. Et donc il y a certainement eu en tant qu'enfant beaucoup de colère face à ces injustices que vous avez dû vivre. Peut-être que d'autres enfants ne les auraient pas vécues aussi fort que vous. Et donc c'est tout ça aujourd'hui qui fait que le démon vous habite, ma chère Géraldine. Restez bien à l'écoute de ce qu'il vit lui, parce qu'il le vit différemment de vous forcément, puisque c'est un être différent. Ouais, mais il m'a dit, parce que moi je suis avec ça depuis 5 jours, on a passé le week-end avec ça, là ça revient parce qu'il y a la réunion ce soir. Et lui il m'a dit quand même, déjà il m'a posé la question, maman, est-ce que tu vas te mettre en colère
quand il y aura la réunion. Donc déjà, je me dis, aïe. Donc ça l'inquiète, oui. Ouais. Ça l'inquiète. Et donc je suis assez transparente en choisissant les mots, évidemment. Et en même temps, je crois qu'il m'a dit vaguement, non mais maman, c'est bon. En gros, moi, je suis restée bloquée sur ce qu'il a vécu, et lui, non, c'est passé. Il a pleuré. C'est bien ce que vous dit Ariane. C'est bien ce que vous dit Ariane. Vous voyez, c'est votre histoire là qui vous rend qui vous met en colère. C'est la vôtre d'histoire, c'est pas la sienne. Autant en colère, parce qu'être en colère, c'est normal, dans ce que vous avez vécu. Quand vous dites ça, ça me fait pleurer. Quand vous me dites c'est votre histoire qui vous met en colère, j'ai tout de suite les pleurs qui viennent. C'est terrible. Ben oui, mais il faut vous avez jusqu'à ce soir, lâchez ce que vous avez à lâcher. Lâchez ce que vous avez à lâcher. Pas ce soir. Non, pas ce soir. Avant ce soir. Pour que vous soyez disponible à ce qui se passe vraiment et pas à ce que vous projetez qui pourrait peut-être se passer ou qui pourrait être comme une autre situation. Oui, puis je voudrais pas être trop, par rapport à ce soir, être trop. On a été éduqués correctement, il me semble, mais je voudrais pas être trop violente, entre guillemets, avec la personne qui a fait subir ça à mon fils. Il y avait un prof de psycho. L'a fait subir. Il y avait un prof de psycho qui disait un truc intéressant sur les émotions qui débordent. Il disait quand une émotion déborde, c'est toujours que la personne n'est plus ici et maintenant, mais elle est avant et ailleurs. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment notre passé qui nous rattrape, quoi. Si on reste bien focus sur ce qui est exactement en train de se passer et pas ce qu'on s'imagine qui pourrait être en train de se passer ou ce que ça nous rappelle, on peut apaiser un peu l'émotionnel. Et donc là, vraiment, ça va être votre travail aujourd'hui, là, ce soir. Non, mais ça m'apaise. C'est-à-dire qu'il faut pas que faut pas que je mélange tout. Exactement. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et donc, du coup, voilà. En tout cas, je remercie la vie d'avoir fait que j'ai appelé et tout de suite ça a répondu comme quoi, alors qu'on n'ose pas le faire. Et que je vous écoute tous les jours et vous êtes d'utilité publique. C'est sûr. Merci Géraldine, merci. Et puis vous avez jusqu'à ce soir pour digérer ce qu'on vous a dit. Et puis vous avez le droit par contre d'être en colère en tant qu'enfant de ce qui vous est arrivé il y a longtemps et qui quelque part s'est réactivé comme quoi. C'est exactement le propos de l'émission aujourd'hui. Et de demander à ce que votre enfant soit respecté, parce que il a peut-être fait quelque chose qui a fait qu'il a dû manger tout seul ce jour-là, mais il faut qu'on lui explique. On peut pas le mettre au banc comme ça sans qu'il comprenne pourquoi. Exactement. Merci beaucoup Géraldine. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous bien sûr au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Ariane Calvo, psychologue, auteur de ce livre L'autonomie émotionnelle. Nous évoquons les blessures d'enfance et c'est Laura maintenant qui prend la parole. Bonjour Laura. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Voilà, excusez-moi, je suis un peu malade, je risque un petit peu de tousser, mais je suis à votre écoute. C'est nous qui sommes à votre écoute, Laura. Voilà, donc je voulais évoquer la blessure de l'abandon, principalement, puisque c'est celle qui me touchait. Je parle au passé parce que ça allait un petit peu moins aujourd'hui, lié à... je ne dirais pas mon histoire d'enfance, mais on va dire un petit peu le dénouement de l'histoire familiale. Et c'est vrai que la blessure de l'abandon, je l'ai découverte à travers, et j'avais appelé d'ailleurs Sud Radio pour ça, à travers la peur de l'autoroute qui s'est déclenchée un peu subitement, juste après le Covid. Que j'avais mal vécu et j'avais bien fait le lien avec cette peur de s'abandonner sur la route, d'abandonner les siens et d'être abandonné. Et pourquoi quel rapport vous avez fait entre cette... Le fait alors ça s'accentuait surtout quand je quittais mon domicile, plus que quand je faisais des routes de retour. Et j'ai mis un moment, alors avec un travail bien sûr en profondeur, en psychothérapie, et bien sûr une évidence avec mon passé, puisque j'ai à 12 ans et demi découvert mon père chez moi, puisqu'il s'est donné la mort, et j'avais reçu à ce moment-là, même si on fait preuve souvent de déni dans ces cas-là, d'une plus grande abandon, d'une très grande abandon. Donc j'avais fait... c'est vous qui rentrez à l'âge de 12 ans et demi et qui voyez votre père mort. Il s'était suicidé, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et comment? En se mettant une balle dans la bouche.
Ah oui, donc c'est d'une violence dramatique. terrible. Ouais. Oui, une violence terrible. Et j'ai dû... oui, ça a été un moment de terreur et un moment où j'ai dû, à l'époque, du coup, avec ma mère, on a dû rebondir rapidement. Voilà, rapidement, sans vraiment en parler, sans vraiment... voilà. Hein, et donc vous, cette peur de l'autoroute, c'est la peur d'avoir un accident et que vous abandonniez les vôtres, votre famille? Alors ça serait peur de... Alors déjà, la peur de s'éloigner un peu de chez soi, de chez moi. Voilà, ça c'est présent, ça a toujours été. Mais c'était, oui, la peur qu'il m'arrive quelque chose sur la route, que je fasse un malaise et que j'ai un accident. D'accord. Tout à fait. En tout cas, c'était le lien que j'avais fait à l'époque. Et plus la peur de vous abandonner les autres que d'être abandonné? Oui, il y avait aussi ce paramètre-là parce que j'ai eu 2 enfants rapprochés un peu coup sur coup et j'ai vécu des périodes de très très grande fatigue. Et souvent, je tenais un discours conscient de dire je vais partir, quoi. Vous aviez peur de ne pas tenir? Je vais tout quitter, je vais partir. Il y a quelque chose, moi, qui dans votre analyse me tient pas trop. Alors je vais vous questionner. Qu'est-ce qui fait qu'à 12 ans et demi, vous rentrez seul à la maison? Je rentre de l'école, je prends le bus, je suis en 6e et je rentre chez moi comme tous les jours. Hein, voilà, hein. Et votre maman, elle travaillait à l'époque? Oui, ma mère était, travaillait. Elle partait en voiture? Oui. Tout à fait. Et elle était partie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre votre mère qui serait partie en voiture et qui aurait quelque part pu, si elle n'était pas partie en voiture, ne pas vous exposer à ça, vous exposer à ça, ou éviter que votre père se suicide? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir quelque chose de cet ordre-là dans votre histoire? Un lien avec la voiture, vous voulez dire? Un lien avec le fait d'être exposé alors que vous auriez pu être protégé si elle vous avait pas abandonné, entre guillemets, de façon symbolique. C'est-à-dire que, votre mère, je suis pas en train de dire qu'elle est coupable de quoi que ce soit. Hein. J'essaye juste de faire ce lien entre ce qu'a fait votre mère ce jour-là et votre lien avec vous et en voiture. Ce jour-là, c'est vrai qu'elle a fait comme tous les jours. On a fait, comme tous les jours, c'est-à-dire qu'elle est allée au travail. On était dans un milieu quand même rural, là, donc c'était pas donc elle vous emmène en voiture pour aller à l'école, c'est ça? Non, je prends le bus de chez moi. Je prends le bus, je vais à l'école et pareil pour le retour. Et elle prend la route pour aller à son travail. Mais donc elle prend bien la route en voiture, on est bien d'accord? Elle prend bien la route en voiture, tout à fait. Vous voyez, et je pense qu'il y a un lien à faire que visiblement vous n'avez pas fait, mais entre le moment où elle prend sa voiture et qu'elle laisse son mari qui va se suicider, vous voyez, il y a quelque chose que je pense à comprendre dans votre histoire. Et qu'elle vous laisse du coup le trouver sans le savoir, hein, de façon... Elle est responsable de rien, hein. Je ne suis pas du tout en train de l'accuser, hein. Je dis juste qu'il doit y avoir un lien, parce que sinon ce que vous nous racontez ne tient pas trop, quoi. Il y a un lien, en tout cas, tout à fait, il y a un lien avec la voiture qui... c'est vrai que sur l'autoroute, oui, j'ai ce ressenti-là, hein, puisqu'on n'est pas dans l'intellectuel, on est dans le ressenti de... vraiment... Voilà, mais ce ressenti-là, c'est peut-être le ressenti de votre mère que vous avez intégré, vous voyez, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Ça, c'est possible. Ça c'est tout à fait possible, parce qu'on est très fusionnel, donc ça, c'est tout à fait possible, hein, oui. Et peut-être que ça va vous aider à être moins imprégné de ce ressenti, justement. Qui ne vous appartient pas tout à fait, oui. Vous voyez, c'est pour ça que j'essayais de vous expliquer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est déclenché, en plus, je pense, il y a un lien aussi, mais j'ai envie de vous dire, c'est un lien avec ce qu'on dit, transgénérationnel, dans le sens où c'est depuis que j'ai mes enfants que j'ai beaucoup de peur. Ce qui est assez courant. Hein, mais vous avez peur d'abandonner. Oui. Et pas d'être abandonné, vous entendez? C'est ça qui nous fait tiquer avec Brigitte. On se dit, mais c'est pas habituel dans la blessure d'abandon, ça. Non, c'est pas habituel, tout à fait. Oui, j'ai peur d'abandonner. C'est une... Oui. Et quelque part, ce que vous avez vécu, c'est d'une telle injustice. C'est pas un enfant de 12 ans et demi de découvrir son père avec une balle dans la bouche. Voilà, écoutez...
Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, vous verrez ce que vous en faites. Après tout, c'est encore une fois vous qui avez la réponse et c'est pas moi. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Comment dire non? C'est peut-être un Love Conseil qui va aider pas mal de gens qui nous écoutent. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Ariane Calvo, savoir dire non, c'est pas si simple. Vous entendez vos patients, j'entends les auditeurs, et c'est vrai que c'est difficile. Alors, je rappelle juste que c'est vers 18 mois que le petit enfant apprend à dire non. Il s'impose en s'opposant, comme disent les psys, les pédopsychiatres. Et c'est vrai que c'est un stade essentiel pour sa construction future, parce que si on ne sait pas dire non, eh bien, on ne peut pas se faire respecter. Mais justement, est-ce qu'on sait vraiment dire non, et pourquoi on ne sait pas dire non? La plupart du temps, c'est par peur de déplaire, par peur de décevoir. Oui, donc voilà. Alors. Voilà le petit conseil comme ça, le petit love conseil que je peux vous donner. Je crois que c'est déjà important de prendre un peu de temps avant de répondre, parce que c'est vrai qu'on va dire plus souvent oui qu'on va dire non. Oui, si on s'écoute pas, si on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on prend pas le temps d'examiner ce que on veut exactement, effectivement, on va dire oui plus facilement. Exactement. Donc prenez un peu de temps avant de répondre, et puis apprenez à refuser à demi-mot, puisque vous ne savez pas dire non. Eh bien, déjà, ne dites pas oui, et puis trouvez des formules toutes faites que vous pouvez apprendre par cœur, style je suis désolée, mais j'aurais pas le temps. J'aurais bien aimé te faire plaisir, mais je pense pas que ça soit pour tout de suite. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez juste besoin de dire une phrase qui vous permet de ne pas dire oui et qui ne vous fait pas dire non, puisque pour l'instant, vous n'arrivez pas à dire non. Exactement. Je ne crois pas en avoir envie. Laisse-moi le temps de réfléchir. Exactement. Ça c'est très bien, laisse-moi le temps de réfléchir, comme ça vous avez vraiment le temps de réfléchir. Et puis je voulais aussi ajouter quelque chose. Méfiez-vous quand même des gens qui ne savent pas dire non, parce que c'est souvent des gens qui ont besoin de se sentir indispensables et qui peuvent une fois quand même vous le faire payer, parce qu'à force de dire oui alors qu'ils pensent non, on finit peut-être par partir sur un coup de tête. Éprouver du ressentiment, en tout cas c'est sûr. Il y a énormément de gens qui en fait sont en colère parce qu'on ne devine pas qu'ils voudraient dire non alors qu'ils disent oui. Donc c'est pas forcément, si vous avez une ou un partenaire qui ne vous dit jamais non, méfiance quand même. Et puis je crois que c'est important que lorsqu'on sait dire non, eh bien ça donne plus de prix à nos oui. Donc acceptez quand votre partenaire vous dit non, parce que quand il vous dira oui, eh bien ça voudra vraiment dire oui. Ça sera un vrai oui. Voilà. Bon, bref, c'est vrai que c'est pas si simple, mais si vous avez envie qu'on en parle aussi, vous pouvez nous appeler bien sûr sur Sud Radio. Alors, on a un coffret là avec 4 jouets intimes pour le prix d'un, si je puis dire, parce que c'est vrai que c'est à peu près ça. Et c'est Laura qui a reçu ce coffret pour nous. Bonjour Laura. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Donc c'est moi effectivement qui ai eu la chance de recevoir ce coffret magnifique. C'est joli, hein? Ouais, c'est vraiment joli. 4 jouets. Alors on a à peu près les 4 jouets principaux. On a le Womanizer, on a le Rabbit, on a le Wonder, je sais plus quoi. Et puis alors le jaune, je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas encore eu le temps de regarder. C'est juste un god en fait. Un god traditionnel, d'accord. Bon, voilà. Donc vous les avez testés, j'imagine? Voilà, déjà en ouvrant la boîte, c'est joli comme tout parce qu'en fait, on dirait des gourmandises meringuées parce que leur couleur est pastel, jaune, bleu, rose et violet. Donc ça, c'est très agréable. Ils sont bien rangés, etc. Leur douceur est incroyable. Vraiment, au toucher, on les caresse aisément, pas forcément que pour jouer, mais comme ça, on a envie de les tripoter en fait. Oui, c'est vrai
vrai que ça fait vraiment coffret à jouer pour petite fille, hein, mais petite fille qui a grandi quand même. Hein. Oui, ouais, ça fait des couleurs de la licorne en fait. Oui, c'est vrai. Et donc en fait, oui, ils sont tous super. Je trouve que leur taille est raisonnable. Donc en fait, en pleine excitation ou pas trop, ils s'introduisent tellement bien. Voilà, chacun a sa fonction. Et ce que j'ai apprécié, c'est que sur la boîte, en fait, pour le petit mode d'emploi, il y avait des petits dessins. Donc qui permettaient pas de s'embêter à lire, mais de visualiser comme ça, de façon approximative, toutes les utilités qu'on avait à avoir pour s'amuser avec. Voilà. Donc ils ont été testés un par un, en même temps, avec mon compagnon, en solo. Je vois. Vous avez bien fait votre travail. Oui. Et il y a une petite batterie, en fait, sur le coup, qui est vendue, qui est à part, et en fait, qui est réadaptable sur chacun des joujoux. C'est ça. Ouais. Donc en fait, hop là, vous clippez, déclippez, reclippez, ça se fait en un tour de main. Franchement, c'est un très beau cadeau, un très beau joujou. Pour des préliminaires, c'est top. J'avais pas l'espèce de micro là en jouet. Et franchement, c'est mon favori. Le violet là, enfin le mauve, oui, hein, c'est ça. Le mauve. Oui, moi aussi j'aime beaucoup ce jouet. Je trouve, alors généralement c'est le Womanizer qui est préféré par les femmes, et je suis assez d'accord avec vous. Moi je suis plutôt, je trouve que c'est quelque chose qui se pose sur la vulve et qui permet d'être plus ou moins discret. Oui, moi d'avoir surtout une grande amplitude. Je trouve que le Womanizer, en fait, il est concentré sur le tout petite tête du clito là comme ça, c'est très bien, mais alors que le micro, vous le laissez ou alors vous faites aller et venir. Ah là, ça, j'avoue que la sensation et l'avantage du micro, comme vous dites, c'est qu'on peut l'utiliser aussi lorsqu'on est en train de faire l'amour avec son compagnon, par exemple. Il est assez facile à utiliser. Alors que le Womanizer, il faut être plus précis, si je puis dire. C'est vrai. C'est ça. En fait, c'est vraiment un beau... Toutes ces... Et puis en plus, ils sont pas très grands, donc ils sont assez féminins. Ils se rangent discrètement. J'ai trouvé une petite pochette en éponge. Je rentre la petite batterie, les 4 éléments dans la petite éponge. Et c'est planqué sous mon oreiller. Et donc, c'est à utiliser à foison. Voilà. Écoutez, Laura, continuez. Bon, franchement, c'est un coffret 85,90 €. C'est quand même assez abordable. Vous avez une panoplie de jouets. De quoi vous amuser largement pendant quelques temps. Ce coffret sextoy, il s'appelle Marie-Louise 4, hein, donc comme 4, et c'est la marque Satisfyer, une marque qu'on connaît évidemment bien. Vous pouvez les retrouver sur rudesplaisirs.com. Vous me dites la note que vous leur donnez moi volontiers, je peux mettre 10 sur 10. Vous pouvez, oui. Je mets 10 sur 10, 20 sur 20. Absolument, même 11 sur 10 si vous voulez. Il n'y a pas de souci, Laura, on a compris. Parce qu'ils sont waterproof aussi, j'ai vu. Oui, absolument. Écoutez, merci Laura en tout cas de nous les avoir testés pour nous. Allez, on continue avec Annick qui nous a rejoint. Bonjour Annick. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour Annick. Ravie d'être à vos côtés à l'antenne. Merci Annick. Merci pour ce beau sujet proposé. Déjà, je voulais dire à Ariane que j'ai pu, par procuration, avoir connaissance de son livre parce que on a un petit groupe avec 2 amis où on se partage un petit peu nos avancées sur notre chemin de vie. D'ailleurs, on s'appelle les cheminantes. C'est génial. C'est joli. Voilà. Et une de mes cheminantes, co-cheminantes, a lu votre livre et nous a partagé plein d'extraits qui résonnaient à l'une ou l'autre et surtout à moi aussi en ce début d'année parce que du coup j'ai pendant un temps quitté mon mari et fait une démarche justement pour comprendre ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à s'entendre et ça a du coup résonné sur cette notion d'autonomie émotionnelle, de comprendre les blessures, de comprendre ce qui nous fait réagir comme ça. Exactement. Et surtout moi ce qui me
touche depuis que je suis toute petite, au-delà de la relation avec mon mari qui est peut-être venu, à juste titre ou pas, exacerber tout ça, ce sont les émotions qui débordent, une espèce de volcan en moi qui va d'un coup par la colère, voire de la violence, des fois vis-à-vis de moi, vis-à-vis des choses, vis-à-vis des autres, exploser et sans que je puisse être maître de moi-même. Et ça, j'ai toujours voulu le comprendre, et donc je pense que ce n'est pas un hasard si il y a 20 ans j'ai rencontré un homme qui justement est là à tout moment pour aller aiguiser cette colère, appuyer sur les boutons émotionnels. Exactement. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on me reconnaisse un peu dans ce que je dégage à mon sens de beau, et lui va voir ce que je n'ai pas fait, ce que là où je ne suis pas au rendez-vous, pas à la hauteur, et moi je veux être partout, et donc partout et à la hauteur de tout. Donc on a fait une démarche de couple avec une thérapeute qui nous a énormément aidé, enfin moi en tout cas, qui m'a aidé à aller à la rencontre de moi-même, et déjà ça c'est la moitié du boulot, je pense. Tout à fait. Et alors qu'est-ce que vous avez découvert ? Et ben du coup, elle est allée pointer justement, chercher quelle blessure chez l'un et l'autre, parce qu'on est allé en couple, était prégnante. Alors elle a plus détecté la blessure du rejet, et c'est vrai que j'ai tendance, depuis que je suis toute petite, à avoir l'impression de m'auto-rejeter, de pas être à la hauteur de rien, je peux du coup me sentir pas bien avec pourtant des gens qui sont proches de moi, ou pas à ma place, pas voilà. Et puis aussi très réactif face aux injustices. Donc on a essayé de comprendre finalement en quoi notre rencontre permet justement d'identifier ça, oui, bien sûr. D'identifier ça. Et je crois que quand la thérapeute, parce qu'elle utilisait une méthode, je ne sais pas si Madame Calvo connaît, la méthode ESPER. Non, je la connais pas. Jacques Salomé, enfin c'était beaucoup. Si je vois très bien, ok. Ouais, voilà. Sur des visuels, sur des mots, en rapport, enfin et donc elle m'a fait comprendre que peut-être il faut que j'admette que je vais être un peu la femme parfaite qui veut tout faire, et ce qui fait que je ne peux pas effectivement répondre à tout, et qu'il faut peut-être que j'admette que justement je vais pas pouvoir être en mesure de répondre à toutes les attentes de l'extérieur, et que j'ai... oui. Effectivement, une blessure de rejet très forte, ça crée ce que vous décrivez très bien, c'est-à-dire un besoin de reconnaissance extrêmement fort. Parce que si la reconnaissance n'est pas au rendez-vous, alors le danger du rejet s'approche inexorablement. Et comme notre cerveau essaye de nous préserver à tout prix, il essaye de faire en sorte d'éviter à tout prix la blessure du rejet. Eh ben c'est ça. Et puis tout se complexifie quand on devient maman, et que du coup ça ajoute des impératifs, des injonctions. Ouais. Voilà, des injonctions, l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais le fait de mettre des mots sur ça, et d'avoir quelqu'un qui fait prendre de la hauteur, d'un coup tout était léger. Oui, parce que déjà vous reconnaissez d'où ça vient. Et au moins vous avez déjà une explication. Et puis on peut nuancer les choses aussi. La déception de l'autre, ce n'est pas du rejet. Il voulait autre chose, vous lui donnez ce que vous pouvez ou ce que vous aimez, ça arrive. Et puis le rejet, c'est pas être tué, c'est pas être annulé, c'est juste pas être d'accord pour poursuivre le chemin avec vous. C'est très différent. Ouais, exactement. Et donc, d'où, je pense, quand, par rapport à votre thématique d'aujourd'hui, vous parlez du rôle du partenaire, je pense que, en tout cas, c'est ce qu'elle essayait de faire dans cette thérapie de couple, de remettre chacun à sa place, et pourquoi on s'est rencontrés à un moment donné, et pourquoi on a encore envie de continuer, comment on fait pour continuer en améliorant notre communication à nous-mêmes.
Elle vous a aidé à vider un peu tous les sacs de rancœur et de mauvaises et évacuer toutes les mauvaises herbes dans votre jardin à tous les deux parce que visiblement vous avez envie de continuer dans votre couple, mais vous aviez besoin d'un grand nettoyage. C'est ça. Et bravo de l'avoir fait. Merci. Je voulais pouvoir le témoigner auprès de vous parce que je vous écoute beaucoup. Et puis j'entends aussi toutes les histoires que vivent vos auditeurs, plus ou moins faciles. Et je pense que, en tout cas, on a tous et chacun besoin de comprendre. Et dans le mot comprendre, il y a tellement de choses, c'est-à-dire à la fois expliquer par des mots, justifier, mais aussi intégrer dans c'est-à-dire qu'il faut comprendre avec sa tête et avec son cœur. Oui. Et quand on comprend avec les deux, en général, on arrive à avancer, à cheminer, pour reprendre votre belle expression. Voilà, donc le cheminement continue, mais c'est agréable de croiser sur notre route des gens comme vous, des émissions, des ouvrages qui accompagnent, parce qu'on a besoin de pouvoir lire, de comprendre. Mais j'ai découvert Ariane Calvo à la sortie de ce livre, L'autonomie émotionnelle, aux éditions Robert Laffont, et c'est pourquoi elle vient de temps en temps me tenir compagnie. Donc merci de lui rendre hommage, Annick. Merci. Merci vraiment pour ce témoignage. Merci. À très bientôt et bonne continuation. Au revoir. Et on continue dans un instant, toujours avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ariane Calvo, toujours avec nous, psychologue, auteur de L'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont. Et on va conclure enfin avec un homme. Bonjour Christian. Bonjour Brigitte, bonjour Madame Calvo. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous Christian. Je vous en prie, c'est moi. Donc vous avez envie d'évoquer votre relation qui malheureusement s'est terminée. Voilà. Et notamment de votre femme qui sans doute a des blessures importantes. Oui, c'était l'abandon. Elle a perdu ses parents très jeunes. Elle a été rejetée de la famille. Bon, c'était voilà. J'ai eu le témoignage d'Annick qui était très intéressant. Il y a eu pas mal de réponses, mais bon, elle a eu de la chance d'avoir quelqu'un aussi peut-être à son écoute. Je sais pas. Moi, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire par rapport à cette dame. Enfin, j'avais plusieurs questions quand le comportement vis-à-vis d'elle, comment ça se passe. Quand on est face à une personne comme ça. Comment aider quelqu'un qui a des blessures émotionnelles très fortes. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on peut sauver personne, ça c'est la première chose à savoir. C'est ça. Donc vous n'auriez pas pu la sauver de ses blessures émotionnelles. Par contre, on peut lui faire prendre conscience qu'elle en a et que seule elle peut avancer dessus pour les soigner. Elle avait conscience de ça parce qu'elle a lu le livre de Lise Bourdeau, Les 5 blessures. Elle me racontait son livre. Donc, je lui avais offert. Elle avait déjà lu d'autres livres. Et quand j'ai lu moi-même le livre, j'avais l'impression de lire sa bio. Vous voyez. Et pourtant, elle ne mettait pas en application ce qui était marqué dedans, quoi. Donc, il y avait des très fortes blessures. Après, c'est le chemin de chacun. On est plus ou moins lent, plus ou moins capable aussi de surmonter certaines choses, plus ou moins résiliente. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et tout le monde s'en sort pas aussi vite ou pas de la même façon. C'est ça. Elle a 43 ans et c'était l'attitude à avoir vis-à-vis de ces personnes-là. C'est comment faut-il se comporter. Pourtant, elle m'a remercié à chaque fois. Elle m'a dit oui, je te remercie parce que je vois que tu m'aides vraiment et tu m'as vraiment aidé. J'avance beaucoup avec toi, vous voyez. Et vous avez fait du mieux que vous pouviez. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que vous étiez vraiment empathique. Et après, il faut être responsabilisant. Donc, et je crois que vous l'avez fait. C'est-à-dire qu'elle avait sa part à prendre. Après, voilà, on est humain, tout n'est pas forcément réparable et puis pas forcément tout de suite. Donc, et puis vous avez fait ce que vous avez pu et puis à un moment donné, peut-être qu'elle s'est beaucoup appuyée sur vous et que, au fond, elle souffrait moins à ne pas essayer d'aller chercher plus loin. Vous savez, le problème, Christian, qu'on oublie toujours, c'est quand il y a un vrai travail à faire sur soi. Au début, c'est très douloureux. Et parfois, c'est moins douloureux de rester comme on est que d'accepter de faire ce travail. Alors, elle l'avait
sans doute intellectualisé, puisqu'elle avait lu le livre de Lise Bourbeau, qui est un livre formidable. Je suis assez d'accord sur la qualité de cet ouvrage, mais qui est assez, comment dirais-je, qui est assez grand public. Je pense pas que quelqu'un qui a réellement des grandes blessures, simplement en lisant le livre, peut aller mieux. Elle va comprendre. Elle devait aller voir une thérapeute, oui, elle devait Parce que... Et là, le comportement vis-à-vis d'elle qu'il faut avoir, par exemple, vu que j'ai plus de contact, elle m'a bloqué, c'est quand même bizarre cette affaire. Mais oui, mais Christian, vous n'êtes pas son thérapeute. Et aussi, des fois, comme dit Brigitte, on souffre tellement au début, quand on réalise, conscientise et qu'on essaie de se faire soigner ses blessures ou de les soigner, qu'on a besoin de faire ce chemin seul. C'est peut-être pas la fin de votre histoire, ou peut-être c'est la fin de notre histoire. Mais en tout cas, il y a un morceau de chemin qu'elle a besoin de faire totalement seule. Et je pense que c'est ça qu'elle vous fait savoir là maintenant. C'est elle qui est partie? C'est elle qui a pris la décision de vous quitter, ou c'est vous? Oui, c'est elle, ouais. Pourtant, tout était formidable. Et je sais pas, du jour au lendemain, enfin, il y a eu, je sais pas, elle avait perdu son travail, ses amis lui tournaient un peu le dos, j'étais le seul qui était là, donc c'est pour ça que j'ai pas trop... Mais bon, elle m'a dit, je vais aller voir une thérapeute, de toute façon, je vais me soigner, écoute... Mais peut-être que oui, elle a eu un moment comme ça de prise de conscience qu'elle allait vraiment pas bien, et elle a pas voulu le traverser avec vous, peut-être par amour propre, peut-être pour vous épargner ça. C'est elle seule qui peut répondre, hein. Mais je pense que en effet, il y a eu une prise de conscience chez elle de ce que vous aviez fait pour elle, et que là elle pouvait pas vous en demander plus, et donc je crois qu'il faut accepter. Moi ce que je pense, si vous pouvez la joindre par une personne autre qu'elle-même, puisqu'elle a coupé tous les contacts, dites-lui que vous pensez à elle et que vous êtes là si elle a envie de revenir, mais ça sert à rien d'essayer de la recontacter pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Mais vous avez fait, vous avez fait votre part, comme j'aime à dire souvent. Donc, c'est une brique à l'édifice, quoi. Oui, vous l'avez soutenu, vous l'avez certainement aidé, et puis maintenant, certainement qu'elle va traverser, vous savez, ce que j'appelle le tunnel. La nuit noire de l'âme, on dit dans les religions mystiques, ouais. Vous voyez, et là, elle a besoin d'être face à elle-même. Elle pouvait pas le traverser avec vous, et puis elle pouvait pas vous le faire traverser avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ce tunnel, c'est elle seule qui peut franchir ce tunnel toute seule. C'est peut-être pas la fin, mais c'est un temps nécessaire, en tout cas, pour elle. D'accord. Bien, mais en tout cas, les beaux témoignages étaient très, très intéressants. Merci, et je suis d'accord avec vous, Christian. On a bien avancé, je suis ravie, grâce au témoignage de toutes ces personnes qui ont appelé. Je crois que beaucoup de gens qui écoutent ont pu un tout petit peu comprendre que on a des blessures, et que on fait ce qu'on peut. Mais vous en avez aussi, vous, Christian, vous savez? Oui, je suis pas parfait, loin de là. Mais c'est pas une question d'être parfait ou pas. Non, c'est une question d'être humain, c'est pas pareil. D'accord. Mais donc l'attitude à avoir vis-à-vis d'une personne, si je rencontre une autre personne vis-à-vis l'attitude, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. En gros, elle travaille sur elle-même, quoi, cette personne. Vous faites prendre conscience que l'autre a besoin de travailler sur soi, et puis voilà. Mais et être empathique avec ça, mais pas plus que ça, effectivement. On peut pas. Non, mais sans vouloir la soigner, mais parce que moi vraiment je me mettais en retrait, j'avais compris que j'étais pas un thérapeute ni quoi. Alors je lui dis, écoute, moi j'accepte ce qui t'arrive, je prends tes faiblesses, tes soucis, mais je lui ai offert tout ce que je pouvais lui offrir. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, Christian, vraiment. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Non, je suis pas inquiet là-dessus, mais c'était le comportement. Peut-être que j'en ai peut-être trop fait. Je me dis finalement, ça allait peut-être pas. Mais non, vous n'avez fait ni trop ni pas assez. C'était parfait, Christian. Merci en tout cas d'avoir conclu avec nous, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, évidemment. Pas facile, non. Évidemment. Merci beaucoup en tout cas, Ariane Calvo. Je rappelle le titre de ce livre, L'autonomie émotionnelle. Si vous voulez mieux comprendre encore, n'hésitez pas. Tout de suite, on va laisser évidemment la parole à Alexandre Delovan, mais je ne vous ai pas dit avec qui on sera demain. On va parler de toute autre chose. On sera avec Bruno Martin, et on va parler du plaisir trop rapide, de l'éjaculation précoce, évidemment.